Merci. Bien, on va commencer, histoire de rester à l'heure. Donc, le thème de cette présentation, ça va être la relation entre la robotique et le bâtiment et les travaux publics. Vous allez voir que, en fait, la relation elle est encore toute jeune. Donc, la présentation vous est proposée donc, par la Fédération française des clusters de robotique et en partenariat avec le CIMOP. Donc, chacun va se présenter. Les objectifs de notre rencontre, c'est justement parce qu'on est encore un peu loin les uns des autres, d'apprendre à se connaître. Pour nous, au secteur de la filière de la robotique, on a besoin de connaître quelles sont les contraintes, quelles sont les façons de travailler, quels sont les différents métiers et quels sont les besoins qu'on peut identifier au sein du bâtiment et des travaux publics. On a souvent une vision un peu lointaine de ces métiers-là et on a besoin d'apprendre à travailler ensemble. Et à la suite de cette réunion, l'idée, c'est d'entamer des échanges, des partenariats et de mettre en place des projets. Donc, l'idée, après, c'est de monter plusieurs réunions complémentaires sur lesquelles on va aller travailler plus dans le détail, essayer d'identifier quelles sont les entreprises, quels sont les secteurs d'activité, quels sont les points précis sur lesquels on peut être amené à développer des choses. Et on a l'objectif de labelliser des projets pour lancer des nouvelles solutions. Alors, le déroulement de notre présentation, je vais demander à tous nos intervenants de se présenter. Et ensuite, je vous présenterai moi quelques solutions qu'on a déjà identifiées, qui existent ou qui sont en cours de développement de robots dans le secteur du bâtiment, BTP. Et après, on fera un débat. On n'a pas préparé plus que ça. L'idée, c'est vraiment d'échanger. Donc, je vais laisser la parole à Marco pour pouvoir présenter la fédération. Oui, bonjour à tous. En quelques mots, la FFCR, donc la Fédération française des clusters de robotique, est un organe national, une asso, qui regroupe et harmonise les différents clusters de robotique en France. Ça représente un peu plus de 600 entreprises, dont on a identifié 450 intégrateurs champions, on va dire des gens qui sont passés au-delà du stade de la R&D et qui sont rentrés dans le vif du sujet et dans la construction de vrais produits industrialisables et reproductibles. La fédération a également un rôle d'harmonisation un petit peu de tout ce qui se fait dans les développements économiques des régions et d'interaction avec l'État, le ministère, toujours utile. Et également, on participe fortement à la promotion de la robotique française dans le monde, notamment au travers d'un cluster qui s'appelle GRC, c'est le Global Robotic Cluster. C'est un cluster mondial qui réunit 16 pays et qui nous permet comme ça d'avoir des petits benchmarks de ce qui se fait ailleurs et puis de comparer et puis prendre des axes un petit peu industriels. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Olivier Dario. Je te laisse te présenter. Bonjour, me présenter en 2 minutes le CIMOP. Le CIMOP, c'est une organisation patronale, je dirais classique, mais qui donc s'occupe des moyens de production. Donc les entreprises, on a à peu près 300 entreprises, sont des entreprises qui fabriquent des machines, qui fabriquent des robots, des entreprises parfois très grandes comme KUKA, Fanuc, Stobli pour la robotique. Des entreprises qui nous ont rejoints, qui travaillent dans le digital. Dassault Systèmes est membre du CIMOP, Siemens aussi. Donc vous voyez. Mais à côté de ça, on a aussi des entreprises PME qui fabriquent des machines pointues sur des secteurs de niche. Parfois, on a des très belles entreprises qui sont des leaders mondiaux sur des domaines très pointus. Bon. On a une forte collaboration avec la FFCR. On a d'ailleurs beaucoup d'adhérents communs. On pousse complètement dans le même sens, c'est-à-dire le sens de je dirais sortir un peu de l'angle mort les entreprises qui travaillent sur les moyens de production, parce qu'elles sont inventives, elles sont fortes, mais surtout relier les compétences de nos entreprises à des demandes, à des cas d'usage. C'est comme ça qu'on va réindustrialiser la France. On parle beaucoup de réindustrialisation.
on le fera en mettant vraiment le plus possible en lien les demandes, les besoins et l'offre technologique qui est très inventive en France. Et d'ailleurs, la FFCR représente des entreprises extrêmement créatives, probablement des entreprises qui ont une force créative, une des plus belles forces créatives en Europe. Donc voilà, et il se trouve que, juste pour terminer, il y a des filières qui se constituent et qui sont assez dynamiques. Donc la construction, c'est une filière. Tout à l'heure, on avait la santé, c'est aussi une filière qui regroupe l'ensemble des métiers, qui les agrège, qui priorise les sujets les plus importants. Bien, nous, juste en petite annonce, nous, on est sur un projet, nous ensemble, nous collectivement, on est sur un projet de créer une 19e grande filière industrielle qui représenterait tous les moyens de production, qui s'appellerait Machine Intelligente. Et on espère que ce projet sera validé très prochainement. Et voilà. Et cette filière aura justement vocation à répondre à l'ensemble des besoins des grandes filières verticales. Merci. Bonjour. C'est bon. Bonjour Frédéric Domas, je représente ici, je suis l'animateur du cluster Bâtiments du Futur Occitanie. Le cluster est tout jeune, en fait, on l'a créé le 21 janvier 2020. Juste avant le Covid, ça nous a pas mal aidé. L'idée était de soutenir un petit peu le pool d'entreprises qu'on avait, qui était de 86 entreprises autour de Toulouse, Montpellier, Carcassonne, pour aller vers des choses plus innovantes et une transformation du secteur du BTP. Alors initialement, on a commencé avec du BIM, ça faisait un peu tarte à la crème, mais c'était une demande. Et puis on a migré petit à petit vers des choses un peu plus en lien avec la construction. Nouveaux matériaux et nouveaux procédés, et aussi tout ce qui va être déconstruction. Voilà, donc en fait, le cluster s'intéresse à la vie du bâtiment depuis sa programmation jusqu'à sa déconstruction, par tous les moyens qu'il faut. Le cluster s'intéresse aussi en fait à la partie formation. Donc là-dessus, on a des collaborations avec différents instituts. On a créé deux DUT pour accompagner des PME, des TPE. Alors, on fait aussi les grands groupes, mais on est surtout focalisé sur la partie PME, parce que pour nous, c'est quand même un tissu qui a besoin de faire cette transformation, j'allais dire digitale au sens large. Et on a déjà... alors, on a très peu d'expérience sur la partie robotique. On a commencé quelques échanges avec Tecnalia, en l'occurrence. Mais c'est ce genre d'initiative aussi qui nous tient à cœur, et qui nous permettrait de voir le bâtiment, enfin du moins la construction de demain, et le bâtiment aussi, puisqu'il y a ces usages, qui est un point aussi qui nous intéresse au plus haut point, sa maintenance et la façon dont les gens vivent à l'intérieur. Voilà, on peut faire le tour rapide. Bien, bonjour. Moi, je représente APAV, donc je suis Benoît Nain, je suis chargé de développement en robotique à l'APAV. Alors l'APAV, c'est un organisme de contrôle et de prévention qui est un peu plus vieux, parce que nous, on a un peu plus de 150 ans. On est né de la première révolution industrielle, la mécanisation, la révolution 1.0, et on accompagne encore le progrès technique aujourd'hui avec la révolution 4.0, comme on dit. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients en robotique, à la fois en accompagnement technique ou en formation, sur les nouvelles technos. Alors, nos sujets du moment, ce sont des exosquelettes passifs ou actifs, ce qu'on appelle les robots d'assistance physique, que ce soit les applications collaboratives robotisées, qu'on appelle les cobots, et aussi des sujets qui émergent beaucoup cette année, c'est les robots mobiles qui se promènent un peu partout et qui font des logistiques automatisées. Voilà. Donc nous, là-dedans, le cœur de notre métier, c'est l'analyse des risques et la sécurité de ces installations-là, en vue pour accompagner les fabricants dans leur marquage CE. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Philippe Gotteland. Donc, je représente ici une structure collaborative qui s'appelle le Hub Innov Infra. Donc, le Hub Innov Infra, c'est une structure qui regroupe des clusters qui travaillent, comme ça a été dit, mais non pas sur la partie bâtiment, mais plutôt sur la partie infrastructure, travaux publics. Voilà, donc en fait, il y a c'est 4 clusters régionaux sur 4 régions. Et cette structure, en fait, l'idée, c'est un peu de fédérer des actions d'innovation, de recherche, de démarches de performance, encore une fois collaborative, donc regroupant évidemment des entreprises de travaux publics qui font des infras ou qui les construisent ou qui les gèrent, mais également des acteurs périphériques dans des développements de nouvelles technos. Ça apparaît également des technos qui sont faits dans d'autres secteurs et comment on peut
comment on peut les transposer à ces métiers. Voilà. Après, plus spécifiquement, et c'est mon rôle plus perso, moi je fais beaucoup de veille. Et en fait, on regarde un petit peu comment évoluent les métiers, quelles peuvent être les potentialités justement de transposition de ces façons de faire dans d'autres filières, justement dans la filière construction, et comment aussi les entreprises se les approprient. Quels sont les freins, quels sont les moteurs, et comment justement dans cette transition, dans cette transformation de notre filière, parce que la filière construction est en pleine phase d'industrialisation, et ben, comment en fait ça va évoluer, comment percevoir la vitesse d'évolution potentielle, et puis aussi parce que c'est un peu votre métier, comment on fait en sorte de parler ensemble, parce que on n'a pas forcément les mêmes temporalités, on n'a pas forcément les mêmes marges, on n'a pas forcément les mêmes structures et les mêmes tailles d'entreprise. Voilà, donc c'est un peu cette vision globale qu'on vous partagera. J'ai des collègues plutôt régionaux qui sont là et qui pourront éventuellement relayer sur des applications, des exemples, ou sur également des potentialités de développement plus Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, au nom des autres. Oui, bonjour. Moi, je représente le cluster Éco-Bâtiment. Le cluster Éco-Bâtiment, c'est une association qui regroupe les acteurs de la construction et de la rénovation en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fait, c'est des entreprises qui vont de la conception à la réalisation, en passant aussi par la maintenance et à l'entretien des bâtiments. Et donc notre rôle, c'est d'accélérer les rencontres, la mise en réseau des entreprises pour faciliter le montage de projets. Voilà, on intègre de plus en plus donc, des nouvelles briques, des briques un peu nouvelles, l'économie circulaire notamment, par laquelle la robotique pourrait à terme du coup, s'insérer dans nos projets. Merci. Donc on a beaucoup de présentations, enfin d'intervenants qui sont là. L'idée, c'est de vraiment échanger. L'objectif, c'est de travailler ensemble. Les gens des métiers, donc différents métiers du bâtiment et des travaux publics, et les experts de la robotique, de manière à réaliser de nouvelles solutions qui répondent réellement aux besoins, et qu'on n'essaye pas de notre côté, nous, roboticiens, d'inventer des produits en ayant l'idée de ce que ça pourrait être chez vous, dans le bâtiment et dans le travaux public. Alors, on a quand même quelques exemples de robots qui existent déjà, qui sont parfois d'ailleurs des choses qui sont dérivées de solutions qui avaient été développées pour d'autres solutions. Par exemple, donc, une société à Auxerre qui s'appelle RB3D, qui avait développé un exosquelette au départ avec l'armée. Et puis voilà, donc, comme toujours, après ça dérive vers d'autres activités. Et là, donc, on a un exosquelette, et le seul de sa génération qui permet de travailler dans les travaux publics. Et donc, je vais vous montrer rapidement la petite vidéo. Voilà. On voit pas la vidéo. Ah, dommage. Elle était sympa, la vidéo. Ouais. Donc j'arrête. J'arrête la vidéo. Dommage. Ouais, parce qu'en fait, elle apparaît sur mon écran, mais pas sur le. Il faut la déplacer. Je réessaye. Ouais. En plus, moi, je suis pas de doué. La déplacer, mais où? Vas-y. Ah, c'était à droite. Waouh. Voilà, donc on voit, c'est un exosquelette donc que la personne, ça lui permet de rester dans une bonne position et de pousser le bitume, l'enrober. Je sais pas, vous voyez, comme on n'est pas des spécialistes du bâtiment d'air au public, du coup, on ne connaît pas forcément tous les termes. Et donc, ça, c'est une première solution. Un trait commun à ce qu'on verra souvent, c'est la lutte contre les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a vraiment on a la chance avec ces métiers d'avoir un fil rouge qui peut être la préservation de l'humain dans son environnement de travail, les TMS, la dangerosité, la pollution, etc. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, est intéressant en tant que roboticien parce qu'on peut rapidement arriver sur des cas d'usage. Et là, on a de la matière.
y en a encore une autre. Une seule après. Alors, je retrouve ma souris. J'ai perdu. Là, voilà. Hop. Un autre exemple qui est donc dans la région de Lyon, avec la société Pentop. Alors, eux, ils ont développé un robot qui, lui, est sur le haut d'une nacelle et qui permet d'intervenir en hauteur pour faire du nettoyage de façade, faire de la peinture sur de la façade, et qui donc permet aussi de diminuer la dangerosité et puis d'avoir une mise en œuvre plus rapide sur des travaux de surface comme ça, sur des façades. Un autre exemple dans le domaine du bâtiment, donc avec Eiffage Energy System, qui a développé pour sa branche construction un robot qui permet de nettoyer les banches. Alors déjà, rien que le mot, quand on parle de banches au niveau des roboticiens, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai encore une vidéo. Et là, allié. Oh, extraordinaire. Et donc on a les gens d'Eiffage aussi bien qui ont conçu la solution que ceux qui l'utilisent, qui sont dans la salle, qui pourront éventuellement aussi intervenir et commenter. Donc le principe, c'est les banches donc, qui sont des coffrages pour faire les fondations des bâtiments. Il faut les nettoyer, ce sont des gros coffrages. Ça utilise des nettoyeurs à haute pression qui sont à 1000 bars et c'est extrêmement dangereux. Et donc en robotisant cette action-là, on évite d'avoir des accidents de gens qui interviennent sur la solution. Est-ce qu'on va tout seul là ? Hop, et en haut. Oh, c'est beau la technique. Voilà. Un autre exemple qui est intéressant parce qu'il va s'adresser justement, il y a eu quelque chose là qui était plutôt des solutions de grande taille, grande utilisation. Là, on a quelque chose qui est vraiment fait pour les artisans, pour les charpentiers. C'est une fraiseuse mobile, c'est-à-dire que les charpentiers, plutôt que de faire toutes les tenons, les mortaises, etc., dans l'atelier et après de porter tout ça sur le chantier, ils ont la possibilité de le faire directement sur le chantier. Donc là, pareil, une seule personne peut l'installer sur une poutre. Donc ça, c'est une petite société qui est vue sur les Pyrénées, pleine campagne, et qui a développé cette solution et qui commence à la commercialiser. Un robot qui est encore en phase de développement, mais qui est presque finalisé. Alors malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la vidéo, mais si vous notez le nom, vous mettez robot et Eiffage sur YouTube, vous allez voir, le robot s'accroche en fait sur une façade de bâtiment. C'est ce qu'on appelle un robot à câble. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des câbles qui relient une partie qui est la partie effecteur. Et donc, le robot, là, dans cette application-là, est capable d'aller poser les vitres sur une façade d'un bâtiment. Donc, vous voyez, on imagine un building assez important. Et donc le robot va faire les trous, va mettre les fixations, va prendre la vitre et va la fixer sur la façade. Et ça, tac, 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 de façon automatique. Donc ça a été développé par Technalia sur un projet aussi de recherche de la part du laboratoire de l'IRM à Montpellier. Une start-up de Lille qui s'appelle donc les Compagnons. Eux, ils ont développé un robot de peinture. Et là, je crois qu'on est assez typiquement dans la situation des roboticiens qui développent une solution sans être forcément des gens du métier, puisqu'ils ont commencé par développer le robot de peinture, et puis après, ils ont appris que la peinture, c'était 30% simplement du travail d'un peintre, et qu'il y avait toute la partie préparation avant. Donc, ils vont sortir derrière le robot de ponçage, qui va aller en compagnon du robot de peinture, parce qu'on découvre aussi au fur et à mesure quand on fait tout seul. Des projets également, là on est plus dans des choses qui ne sont pas encore disponibles. Le désamiantage, c'est un gros problème, énormément de surface encore à désamianter dans le bâtiment. Et là c'est un projet qui a été commandité par Bouygues, avec plusieurs intervenants, dont le laboratoire Sigma à Clermont-Ferrand. Et
Donc là, la solution, c'est de pouvoir réaliser le désamiantage des bâtiments sans mettre en danger et en situation de travail plutôt difficile des intervenants humains. Alors, là, c'était les solutions françaises. J'ai aussi quelques exemples étrangers qui sont quand même assez intéressants. En Californie, il y a une société qui s'appelle Built Robotics qui a développé des engins de travaux publics complètement autonomes. C'est-à-dire que le gars arrive sur le chantier tout seul, avec ses 3 ou 4 engins. Il a sur sa tablette le projet de terrassement qu'il y a à faire. Et hop, les engins de travaux publics robotisés, sans pilote, vont réaliser le chantier. Avec bien sûr toutes les solutions de sécurité qui vont autour. Un exemple qui est assez connu, enfin je sais pas, moi je l'ai vu souvent celui-ci, c'est une société australienne. Donc eux, ils ont développé un robot qui construit une maison en agglo, en briques, directement. Donc les palettes d'agglo sont alimentées dans le camion, elles transitent par le bras là, il met un ciment sur l'agglo et il le pose comme ça. Ça sont complètement automatiques. Ça fait quelques années déjà qu'ils développent la solution et ça y est, maintenant elle est commercialisée et ils commencent à avoir les premiers bâtiments qui sortent. Un exemple en anglais, ça c'est plus dans les interventions sur des bâtiments existants. Alors c'est peut-être plus spécifique quand même au marché anglais, parce que apparemment ils ont pas mal de maisons comme ça avec des vides sanitaires sur lesquels il y a besoin de venir faire des interventions. Là, en l'occurrence, on est dans de l'isolation. Et donc, ils ont inventé ce petit robot qui est capable d'aller dans le vide sanitaire et de pulvériser le produit pour faire l'isolation. Un autre exemple anglais, c'est un robot qui fait des excavations, qui fait des forages. Donc là, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut imaginer toutes les possibilités. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'engins comme ça qui aujourd'hui sont pilotés manuellement par des gens, où la valeur ajoutée d'appuyer sur le bouton pour ce truc-là, c'est pas forcément évident. Voilà. Alors ça, c'était quelques exemples. C'était rapidement trouvé parmi les gens qu'on connaît ou en cherchant un peu sur Internet. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse, à partir de ces exemples et à partir de vos expériences dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des travaux publics, essayer de mieux se connaître. La façon dont chacun de nous, on travaille pour développer des nouvelles solutions. Alors, je vais commencer par la partie robotique. La façon dont les roboticiens travaillent, c'est de partir d'un cahier des charges, d'identifier le besoin et de développer de façon itérative. C'est-à-dire qu'on commence à faire un projet, on regarde comment ça fonctionne, on analyse les résultats, on continue, on améliore, etc. Donc c'est des projets qui sont relativement longs. Et idéalement, en fait, il faut qu'on puisse avoir une vraie collaboration avec l'utilisateur. Sinon, on arrive à faire des produits, puis finalement l'utilisateur, quand on vient lui présenter, il nous dit bah ouais, c'est bien votre truc, mais ça fait ça, non. Et donc du coup, on tape à côté de la plaque. Et c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant de savoir un peu mieux qui sont les interlocuteurs dans le bâtiment, comment on peut avancer ensemble et identifier quels sont les endroits où c'est le plus pertinent, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire d'un coup. Et un élément aussi qui est important qu'on a appris en travaillant avec le secteur de l'agriculture. Au début, moi je me souviens les premières réunions qu'on a fait avec des agriculteurs, on disait voilà, c'est super compliqué là. Tailler des vignes, vous vous rendez compte, il y en a dans tous les sens, couper l'herbe, est-ce qu'on va couper de l'herbe, est-ce qu'on va couper de la salade, enfin, et les agriculteurs nous disaient attendez les gars, restez calmes, hein. Si vous nous faites 80% du boulot, nous on va faire le reste à la main, ce qui est difficile on le fera à la main. Mais si déjà vous nous avez fait 80% du boulot, bah, ça nous a fait vachement avancer. Et c'est ça, ce genre de retour dont on a besoin. Je me permets d'intervenir. Tu parlais, Philippe, des processus qui permettent de réfléchir à un projet en partant d'un cas d'usage. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des méthodologies qui s'appellent le design thinking ou l'approche expérience utilisateur,
qui commence à faire partie de nos processus industriels dans les phases de conception de solutions robotisées. En gros, c'est simplement d'avoir cette relation créée entre vous et les sociétés de robotique, et on immerge une personne dans une partie opérationnelle qui soit coûte trop d'argent, soit coûte trop de temps, soit crée de la pénibilité ou du danger. Et lors de cette phase, le roboticien va avoir une vision opérationnelle, il va de manière très pragmatique accompagner vos sociétés à construire une expression de besoin qui deviendra un cahier des charges, une matrice d'exigence et qui sera la base, en fait, potentiellement de la réalisation de solutions. Et dans cette phase-là, il n'y a pas que l'aspect rapport avec l'utilisateur, il y a également ce qu'on appelle l'acceptabilité, c'est-à-dire, d'une part, il faut que les syndicats, le CHSCT, il faut que tout le monde soit d'accord et comprenne que le robot collaboratif ne vient pas remplacer un personnel, mais par contre, vient le préserver de certains dangers. Cette phase d'acceptabilité, elle est très importante dès le départ. Et il y a une phase aussi d'analyse de faisabilité en termes de prix. Ça ne sert à rien de faire de la robotique pour faire de la robotique et faire de la communication sur le fait qu'on fait de l'innovation. Il y a toujours une analyse préalable qui permet de faire un rapport d'efficience. On parle de ROI, de retour sur investissement. Mais dès le départ d'un programme ou d'un projet ou d'une idée, on intègre ces questions-là. Donc ça veut dire qu'on peut aborder le problème sur un aspect fonctionnel, sur un aspect acceptabilité de l'opérateur, acceptabilité de la partie financière de l'entreprise et trouver des solutions qui soient adaptées à ces trois points-là. Aujourd'hui, quand on parlait, la FFCR s'attache beaucoup à développer le niveau des intégrateurs qui la composent, donc ces entreprises de robotique. Maintenant, on bascule sur... on ne fait pas de l'art pour l'art. Des solutions peuvent être très simples, très efficientes et coûter peu d'argent. Ça existe aussi en robotique. Après, à contrario, des solutions un petit peu plus innovantes peuvent faire appel à de la recherche. Et là, nous également, on a, en plus des laboratoires avec qui vous bossez, on a des laboratoires derrière nos organes, nos entreprises et puis nos fédérations qui apportent un complément sur de l'innovation. Et ensuite, on peut ensemble faire de la maturation de cette recherche pour l'amener dans l'industrie. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder la problématique de l'intégration de la robotique dans vos filières. La première, c'est d'avoir une volonté de le faire, de se connaître, et puis d'identifier des cas d'usage dans un premier temps relativement simple, avec un retour très rapide, et puis après passer au travers de ces processus qui permettent d'arriver à des solutions assez opérationnelles. Et les phases itératives dont tu parles permettent de rapidement avoir des résultats, intermédiaires certes, mais qui permettent de montrer aux financeurs qu'on avance et qu'on crée de la valeur. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est de savoir quels sont les endroits, les secteurs d'activité, les domaines sur lesquels c'est le plus pertinent, là où il y a le plus de difficultés d'obtenir de la main-d'œuvre, là où il y a le plus de dangers, là où c'est le plus pénible. C'est un peu ça qui est important de savoir par où il faut commencer pour développer des solutions dans le BTP. Alors, Frédéric, je vais te demander éventuellement si tu veux donner toi ton avis, ton point de vue côté bâtiment. Je pense que ce genre de réunion est très très bien parce que comme tu l'as dit, je crois que les solutions qui marchent, c'est des solutions dans lesquelles il y a des gens du métier. Ça a été dit, ça a été redit. Moi, je l'ai vu dans différents secteurs. Juste sur la particularité que nous on rencontre, que je pense mes collègues pourront peut-être affirmer ou infirmer, c'est que dans la construction, je vais dire au sens large, soit bâtiment, travaux publics, il y a différents corps de métier qui concourent à un même ouvrage. Donc la problématique, elle peut se trouver sur un des corps de métier en particulier. Ce n'est pas forcément sur l'ouvrage en lui-même, et ce n'est pas forcément le commanditaire. Et c'est aussi une filière qui a, dans ses acteurs, des gens hyper digitaux, hyper connectés. Je prends un exemple, les architectes, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de papier, c'est hyper... ils sont passés pas mal à ces solutions assez innovantes.
Et de l'autre côté, on a le chantier où on a des gens qui sont moins digitaux, des fois même pas du tout. On l'a vu quand on a parlé de BIM avec certains, ils y viennent parce qu'ils sont forcés, parce que les appels d'offres viennent le demander, quoi. Ils ne sont pas venus juste pour le fun. Donc la robotique, ça va être, à mon avis, à mon humble avis, ça va être un peu pareil. Les solutions que tu as montrées, notamment le robot de charpente, ça a été fait par des charpentiers. Hein, et donc ça cadre vraiment à ce problème qui était je perds du temps parce que je dois tout bien caler dans mon atelier et quand je le monte, ça doit matcher pile poil. Et oui, ça ne matche jamais. Il y a toujours un décalage de 3 mm, de plusieurs même. Je suis obligé de refaire mes trous sur place. Donc c'est ce genre d'initiative, à mon avis, qu'il faut voir. Donc soit il y a une pénibilité, ça c'est vrai, mais il y a surtout une perte de temps qui fait que, économiquement parlant, je suis limité par ma capacité à faire tel et tel chantier, sachant que de notre côté, il y a quand même un problème de recrutement, un problème de formation, qui est quand même, qu'on a souvent vu avec la FFB, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours pas sexy d'envoyer ses enfants dans la filière. Là, c'est mieux d'être ingénieur, je ne sais pas où. Alors qu'il y a de quoi chercher. Il y a des salaires qui ne sont pas si mal que ça, même parfois pour les... Voilà. Donc ça répond effectivement à ce problème-là je dirais de formation et de manque de main-d'œuvre à un certain moment. Ça répond à un contexte économique. Moi, je cite souvent à nos adhérents ce que j'appelle l'effet Placo. C'est qu'aujourd'hui, Placo fournit la plaque, les fourrures, les montants, les vis, bientôt la visseuse. Et donc, je leur dis, si tu veux, tu es né comme bras. Donc, c'est à vous de voir la valeur ajoutée que vous avez. Et moi, j'ai le sentiment que ce genre de collaboration peut amener des PME à peut-être sortir un peu de la mêlée et à ne pas se battre que sur les prix, parce que ça, un peu embêtant, et ça tire tout le monde vers le bas, et rester dans une capacité à faire plus, avec des moyens un peu plus innovants, et à les porter. Alors, juste pour aller peut-être dans le débat que tu attends, c'est pour nous, il y a eu un sujet DREAM. Donc le DREAM, c'est la déconstruction et le recyclage. Normalement, maintenant, c'est une obligation. Tous les bâtiments doivent être en capacité d'être déconstruits. Et d'une expérience que tu as connue par le passé, il y a de quoi faire dans la déconstruction et la robotique, à mon avis. On a toujours des surprises, on a toujours des choses comme l'amiante, comme d'autres petites choses. Et il faut être en capacité d'inventorier ce qui est en existant pour des bâtiments qui n'avaient pas de maquette numérique. Et de l'autre côté, il va falloir pouvoir trier. C'est quand même des tâches assez complexes et pénibles, qui, à mon avis, peuvent être pas entièrement solutionnées par la robotique, mais en bonne partie. Et j'ai un exemple qui était dans le démantèlement nucléaire. C'est un peu particulier, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un axe sur lequel on pourrait peut-être commencer à travailler, sachant que la France est un peu en retard sur ce secteur-là. C'est plutôt les anglo-saxons qui aient bien travaillé sur ce côté. Et ça c'est un secteur qui n'existe pas aujourd'hui, la déconstruction ou... Si, mais aujourd'hui, jusqu'à présent, on rasait, on a envoyé tout en... Oui, ça c'est de la démolition, gravat, c'est de la démolition, mais aujourd'hui, non, on est tenu d'être en capacité de dire ce bâtiment-là, il y a des éléments qui peuvent être recyclés, qui peuvent être réutilisés. Nous, on avait commencé un travail avec l'ADEME sur cette partie-là. Donc, il y a, à mon sens, de quoi tirer sur cette ficelle. Et une petite question, est-ce qu'il y a une cohésion au niveau national ? Est-ce qu'il y a... je fais un parallèle pour... en fait, j'essaye de trouver un interlocuteur qui pourrait agréger suffisamment de problématiques pour qu'on ait des face-à-face. En gros, nous, on a créé la fédération parce que chaque région a ses spécificités. Donc, chaque acteur de robotique des régions travaille en fonction du domaine dans lequel il évolue. Et on a voulu avoir une représentation nationale en s'agrégeant de manière à pouvoir propager les bonnes idées et pouvoir faire de l'efficience. Donc il y a la filière chez vous, mais est-ce qu'il y a des choses qui permettent comme ça de... Peut-être Olivier, tu as un élément ? Justement, le
fait d'avoir ces contrats stratégiques de filière qui sont encore assez récents, qui ont été signés il y a 2 ans. Je crois que le contrat stratégique de la filière construction ou bâtiment met ce flèche sur ce point-là. Donc le recyclage, la difficulté d'aller dans de l'économie circulaire de bâtiments, enfin avec du recyclage. Et donc là, effectivement, sûrement besoin de processus industriels et de robotisation. Donc là, typiquement, on devrait s'adresser au CSF. On pourra en reparler ensemble, mais je pense qu'il y a des gens, il y a des équipes de gens, il y a des entreprises qui sont en charge d'eux. Donc on devrait trouver des interlocuteurs nationaux. L'idée de ce genre de... C'est plus un groupe de travail et de réflexion qu'une conférence à proprement parler unidirectionnelle. L'idée, c'est peut-être se poser la question et aller au bout et peut-être vous aider à aller vers une cohésion au niveau de la filière directement. Hein. On est là pour ça. Donc on ouvre les chakras et je crois que tu voulais... Oui, moi juste un petit peu un complément pour faire un peu le ballon et puis un petit peu pour rebondir sur 2 points. Donc déjà, on parle souvent de BTP et peut-être une des choses qui est très difficile à faire comprendre au monde extérieur du BTP, c'est qu'il y a le B et puis il y a le TP. C'est-à-dire que dans la tête des gens, y compris dans les mêmes entreprises, c'est-à-dire que ce sont des entreprises, bon, il y a des noms connus, hein, je vais en citer quelques-unes, pas toutes, du Bouygues, du Vinci, du Eiffage et d'autres, on en a vu sur le panneau. Vous avez les gens qui font du bâtiment, ils sont tous dans Bouygues Construction, mais vous avez Bouygues TP, et puis vous avez Bouygues Bâtiment Immobilier. Voilà. Et en fait, les façons de construire actuelles, les spécialités, les corps de métier ne sont pas les mêmes, et l'organisation des chantiers n'est pas la même. Je reviens au TP. L'interlocuteur principal d'une entreprise de travaux publics, c'est un maître d'ouvrage qui va être public. C'est l'État, c'est une collectivité, c'est le département, c'est une ville, c'est une métropole. Donc c'est une collectivité publique. Donc ce sont des marchés publics, travaux publics. Voilà. Et ensuite, vous avez des métiers. Et pareil, pour ne pas vous faire un peu peur, c'est-à-dire quand on parle de TP, dans TP, il y a 20 spécialités. Nous, on appelle ça des spécialités. Une entreprise, encore une fois, une filiale, on va l'appeler comme ça, d'un grand groupe qui fait du tunnel, ce n'est pas du tout la même filiale qui va faire de la canalisation humide ou de la canalisation sèche. Ce n'est pas une même filiale qui va poser des câbles électriques, ce n'est pas une même filiale qui va construire un pont, ce n'est pas une même filiale qui va faire une route. Voilà. Et tout ça, c'est des travaux publics. Dans tous ces métiers, vous avez des spécificités et évidemment des points communs pour accrocher certaines choses, mais en fait, il y a vraiment des spécificités. Et un compagnon qui fait du tunnel, vous ne le verrez jamais ce compagnon faire de la route. Jamais, dans toute sa carrière. C'est impossible. Y compris quelqu'un qui rentre dans le métier de la route, il ne fera jamais du pont. Voilà. Parce qu'en fait, c'est très spécifique, ce n'est pas les mêmes matériaux, ce n'est pas le même contact avec le client. Voilà. Donc ça, c'est déjà peut-être un point d'approche. Donc, si vous voulez lier des contacts, avoir des contacts, c'est déjà intégrer au travers de, par exemple, des clusters régionaux ou de ces fédérations de clusters, de partager ils sont faits pour ça, hein, c'est-à-dire ces liens, de bien comprendre ces métiers et de vous mettre en contact. Et après, sur des projets, donc c'est là, un end user, un besoin d'entreprise, une PME qui va peut-être avoir envie de quelque chose parce qu'elle est très spécialisée, un grand groupe qui va un peu avoir des contacts et qui va vous orienter vers une demande. Une demande actuelle, vous l'avez mis, c'est l'aide à l'usager, enfin l'aide au compagnon, par exemple. Lutte contre les TMS, et puis surtout la faisabilité, la maniabilité, l'utilisation de matériaux qui évoluent. Je vous donne un exemple. RB3D, le râteau là. RB3D, en fait, il a son utilité principale dans le fait que maintenant les enrobés, vous avez vu, pour des questions environnementales, économiques, on va vers des enrobés tièdes ou froids. Les enrobés tièdes ou froids, ils ont une maniabilité, c'est-à-dire qu'ils sont plus pâteux, beaucoup plus pâteux que les chauds. Donc, je ne sais pas, amusez-vous, on parlait à midi du sable et de l'eau. Pousser du sable sec, c'est super facile. Pousser du sable humide à un certain taux, c'est facile aussi parce qu'il est très humide ou très mouillé. Puis il va y avoir un moment où il va être super chiant à pousser et super chiant à tirer. Et puis le compagnon, l'ouvrier, hein, qui avait l'habitude d'utiliser un râteau, et en fait, en fonction, il va se heurter à un nouveau produit, un nouveau matériau qui va faire qu'il va avoir beaucoup de difficultés, d'où
des tendances à développer des TMS. Voilà, donc en fait, dans l'accompagnement, dans l'aide aux compagnons, à l'ouvrier, il y a beaucoup de besoins. Il y a déjà des choses qui existent, hein, vous n'avez pas tout montré. Hein. Il y a l'aide pour porter, pour mettre les plaques au plafond, il y a le robot qui va vous percer des trous à la place de tenir un perforateur, il y a les jumbos pour creuser des tunnels. C'est vieux ça, le tunnel du Mont Blanc, on l'a fait comme ça. Bah, en fait, c'est un robot. Hein, il fait des trous, et puis après on fait péter les mines, etc. Avant, on faisait tout dans la pioche, où on tenait le marteau-piqueur. Donc on évolue. Actuellement, vous avez des tunneliers. Un tunnelier, c'est 20 millions d'euros, pièce. Il y a 15 personnes qui le font tourner. Et il avance tout seul. C'est un robot. Et je pense qu'à terme, à part des gens qui font de la manutention, de la maintenance dans la machine, tous les autres, ils sont derrière un ordinateur. Voilà, donc en fait, les métiers évoluent. Vous avez montré un atelier de TP, là. C'est encore pas la vraie vie, ça. Hein. On ne fait pas encore comme ça. Mais c'est faisable. Vous avez montré une marque. Toutes les marques font ça. On fait des ateliers automatiques. On a une personne, il a sa tablette, il pilote ses engins, ça fait tout seul. Seulement, quand vous avez ça, si vous mettez ça, par exemple, en milieu urbain, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a l'environnement, donc il faut le gérer. Voilà, donc c'est ça un petit peu la robotisation, l'aide, l'accompagnement. Alors on parle de robotisation, de cobo, j'ai entendu tout à l'heure. On aide, en fait, il faut apporter voilà, parler de robots dans une entreprise, surtout quand vous avez le personnel, ça fait un peu peur quand même. Voire ça fait très peur. Alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas à avoir peur. Il faut expliquer comment les métiers se transforment, quels sont les risques. Les fédérations professionnelles, bon, peut-être pas la vôtre parce que vous poussez des entreprises qui vont là-dedans, mais ils voient bien que leur métier change. Si les métiers changent, il faut anticiper, il faut avoir une vision de ces changements. Et je pense que c'est en collaborant, en étant associés, en comprenant comment fonctionnent les métiers. C'est valable dans votre sens, mais nous, gérer les entreprises, elles ont aussi besoin de comprendre comment vous travaillez. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont fait des commandes, vous avez donné des cahiers des charges. Le résultat, des fois, il y en a qui ont été déçus. Hein, parce que je sais pas, en fait, un bras humain et un cerveau humain, il est capable de gérer plein de trucs parce qu'on avait l'expérience. Un robot, il faut qu'il apprenne. Donc, il faut peut-être lui associer une IA ou plein de choses. Il faut qu'il soit agile. Donc, il y a tout un système de trucs hydrauliques, mécaniques, tout ça à mettre en place. C'est des métiers différents. Voilà un petit peu ce que je voulais un peu compléter et dire. Et quant au CSF, donc le comité stratégique de filière, il n'est pas sur la construction. Il est sur les matériaux de construction. C'est pas pareil. Il regroupe toute la filière de la construction. Ouais, il ne regroupe pas toute la filière de la construction. Il regroupe que l'industrie de la construction. Et il est très orienté vers l'industrialisation de la construction. Donc, quand on prend tout le périmètre du champ, tout n'est pas dans le CSF. D'accord. Bon, c'est comme ça. D'où l'intérêt En fait, il y a une chose sur laquelle je voudrais juste réagir. Devant Jacques Dupont-Loup de Stobli, qui est l'un de nos grands adhérents, le CIMOP, on a monté une opération qui s'appelait RoboStart PME, qui était dans un secteur différent justement, mais qui était très peu robotisé, de la très petite entreprise industrielle. L'idée de leur dire, de les aider pour mettre un premier robot chez eux. Alors je passe les détails, c'est une opération qui avait été menée d'ailleurs avec BPI, avec le CETIM, etc., avec un vrai programme d'accompagnement du chef d'entreprise. Les résultats sont extraordinaires parce qu'on a accompagné comme ça 110 PME qui justement ne savaient pas comment prendre la robotisation. Et le résultat des courses, c'est que 60% d'entre elles ont été très fortement recruteuses. Donc, et puis que la venue du robot a été extrêmement fortement acceptée par les collaborateurs. Donc c'est une petite parenthèse que je donne, mais qui me faisait penser à ce que vous me disiez. Je pense qu'il faut avoir à la fois le cas d'usage et arriver par le terrain avec des choses extrêmement concrètes. Vous avez sûrement complètement raison. Et après, comme le dit Marco, il faut les remonter pour pouvoir faire que ces cas d'usage vont pouvoir se multiplier aussi. Il faut les remonter à l'échelle nationale aussi. Non, mais je partage ce que vous dites. Hein. Tout à fait. Une petite information, et ça me montre à quel point on a encore du chemin à faire. En France, quand je vous dis qu'on a identifié, on a plus de 600 entreprises robotiques en France, c'est de l'intégration robotique. On a très peu de fabricants. On n'a pas de fabricants de robots français, de bras robotisés ou de choses comme ça.
Non, mais je suis d'accord, mais on n'est pas dans les 5, les Big Five, on a... Ah, mais j'entends pas, donner un micro peut-être. Attends, je garde le mien pour répondre. Non, là je tiens à rectifier un petit peu le tir quand même parce que il y a eu juste avant une intervention sur la robotique chirurgicale, notamment sur les robots chirurgicaux. C'est des robots français, notamment intervention de Quantum et d'autres. Il y a quand même 2 constructeurs de robots majeurs en France. Un qui est à La Roche-sur-Yon qui s'appelle CEPRO qui fait des robots pour la plasturgie et qui est quand même leader sur son marché. Et de l'autre côté, il y a Stobli qui est en Haute-Savoie. Donc, Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça n'est pas représentatif, je dirais, aujourd'hui des 600 entreprises de robotique intégratrice. Non, mais attendez, on a besoin il faut différencier les constructeurs de robots et les intégrateurs. Les constructeurs de robots dans le monde, des majeurs, il y en a entre 10 et 20. Voilà. Après, les intégrateurs, en France, il y en a même plus que 600. On peut en estimer 1000, 1200. Voilà, faut pas comparer intégrateur et constructeur. Non, mais tout à fait. Et c'est là, dans l'idée, les gens qui vont être capables d'interagir avec des nouveaux métiers, des nouvelles fonctionnalités, ça va être de l'intégration, notamment sur vos systèmes. Vous arrivez, vous et vos collègues, avec des bras fabriqués avec des fonctions, et les intégrateurs vont les augmenter, même si vous allez vers de la cognitique, vers des systèmes qui sont cobotiques. Les intégrateurs vont amener cet aspect fonctionnel sur des structures, des entreprises plus petites, plus adaptées, et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, les intégrateurs de robotique sont aussi en capacité de travailler sur les phases amont, sur tout ce qui est sciences humaines et sociales, sur tout ce qui est acceptabilité, sur tout ce qui est analyse des ROI, de la problématique de la personne. Donc on va être sur ce qu'on appelle du market pool. On va écouter le marché, puis on va s'adapter et on va d'abord faire du spécifique et ensuite industrialiser via tout un process qu'on a décrit tout à l'heure avec Philippe. Ça n'est pas incompatible avec le fait de travailler avec des industriels qui fabriquent des fabricants. Chacun son métier. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'intégrateurs en France que de fabricants de bras. Et les intégrateurs apportent cette dimension justement de s'interconnecter avec les utilisateurs pour comprendre spécifiquement leurs besoins et adapter les systèmes existants et les complémenter, les augmenter. Aujourd'hui, on parle plus de cobotique que de robotique. La robotique, on la laisse aux gens dont c'est le métier, qui font du pick and place à 90%, des choses comme ça. Après, nous, on a ce patrimoine d'entreprises françaises qui sont souvent des entreprises de 10 à 20 personnes. Donc, il y a une capacité, une agilité, des cycles itératifs extrêmement courts et puis une approche peut-être différente de ce qu'on appelle le techno-push, où on va fabriquer une technologie et la mettre en avant. Là, on va utiliser ce qui existe et l'adapter pour répondre à des problématiques, des besoins, tout en étant capable d'évoluer et d'intégrer de l'innovation sur des cycles rapides. Mais bon, je ne veux pas me mettre en opposition de base avec vous, mais il y a des métiers différents que la fabrication de... Et en France, on a une majorité d'intégrateurs. Et ces intégrateurs sont un vivier qui va permettre de faire évoluer la robotique en termes collaboratifs. C'est ça, mais on n'est pas comme en Asie, dans certains pays où la loi, c'est la fabrication des machines, des bras, des systèmes comme ça. En France, c'est une réalité, on a, vous le disiez, 1200, on a plus de 600 champions de l'intégration, et ça passe par utiliser des systèmes existants, Fanuc et autres, mais ça passe aussi par... rajouter de la cognitique, faire appel à tout ce qui est... Est-ce qu'on pourrait... je me permets de vous interrompre pour qu'on essaie de ne pas partir un peu du débat, parce que je crois que nous, à la limite, on a besoin d'avoir les deux. Oui. Parce qu'on n'est pas à l'abri que la personne du métier vous sorte une question qui nécessite que l'intégrateur se retourne vers un fabricant pour lui fabriquer une solution. On ne travaille que comme ça. Oui, on travaille que comme ça. On prend, en général, l'intégration, on part sur un bras, certains bras, on part sur du coma. Non, mais là, ça peut être fait ab initio. Et je pense qu'il y a des choses... Moi, je voulais un petit peu confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, le cluster bâtiment du futur. C'est qu'on sent qu'il y a des balbutiements, des nouveaux métiers, où progressivement,
La part de réemploi, de déconstruction dans les cahiers des charges des projets sont de plus en plus importants. Et on le voit aussi sur nos adhésions. On a eu, rien qu'en 2020, malgré le contexte sanitaire défavorable, on avait quand même eu 3-4 entreprises de l'économie circulaire qui sont spécialisées dans la reconnaissance des matériaux sur les bâtiments avant démolition, et du coup qui développent des solutions pour réemployer menuiserie, dalles, etc. Progressivement, c'est comme la loi économie circulaire a insufflé ça, et on va être dans la tendance d'avoir des projets de plus en plus ambitieux de déconstruction, et la robotique aura toute sa place à revenir. Je voulais passer le micro à Indura, qui est notre cluster complémentaire sur la partie TP. Et j'aurais bien aimé qu'il précise quelque chose sur Idéfriche. Ok. Ou la robotique. Donc bonjour, je me présente, Franck Gautron, je suis le directeur d'Indura, qui est un de ces clusters qu'on a en France, et ma spécialité c'est les travaux publics, Indura, infrastructure durable. Ronald, j'appartiens au Hub Innovinfra, et le Hub Innovinfra, donc ce groupement de clusters, on est aussi un peu plus de 650 adhérents dans le milieu de la construction. Avant de répondre à la question ou de faire mon pitch que j'ai vaguement préparé là-dessus, en fait, je voulais savoir à qui je m'adressais. Qui dans la salle est du BTP? Ah, bien. Donc je vais pouvoir dire moins de bêtises que je pensais. Donc le reste c'est de la robotique, ce qui est très bien. Alors là, la première des choses, je voulais réagir un peu parce qu'on a foutu le bordel avec le VCF, etc. Ce qui, en effet, plutôt un truc orienté vers l'industrie. Bon, et reconnaissons aussi que le BTP c'est aussi industriel, mais c'est pas uniquement notre partie. On est quand même mis en œuvre, et accessoirement, il y a des marchés énormes qui sont les marchés de demain parce qu'ils sont intégratifs, qui sont sur l'entretien. Et ça, c'est des grands marchés où en fait la robotique a énormément à faire. Et il y a de l'engouement. Par contre, c'est souvent de l'engouement particulier. Parce qu'on est sur des métiers, et on l'a dit, un peu traditionnels, machin. Alors vous m'excuserez, les gars du métier, mesdames. On a la gueule de grand bourrin, mais en fait, on adore la technique. On est des intégrateurs technologiques de fou. Et par de là, je vous rassure, vous allez avoir des interlocuteurs. Le problème, c'est un peu la fragmentation. C'est au-delà de notre partie industrielle, représentée par les grands cimentiers, les grands fabricants de matériaux, isolation, etc., qui, eux, vous les maîtrisez, vous avez accès, ils sont bien représentés, ils sont d'ailleurs très pourvoyeurs de choses, ils avancent. C'est incroyable. Le reste des métiers est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus... Comment dire ? C'est des marchés d'hyper niche et sur lesquels, parfois, on manque d'interlocuteurs qui sont capables d'adresser ces marchés d'hyper niche. Parce que quand on fait un robot de désamontage, on pourrait avoir une intervention multiple de la salle. C'est très spécifique. Je vais plutôt prendre celui de la peinture. L'entreprise a vu que finalement, la peinture, le geste de peindre, c'était que 30% de l'acte de peindre, alors que sans doute, il est parti d'une connaissance industrielle de l'automobile, où le robot peinture, en fait, il assure 97% de l'acte de peindre, et il y a la qualité. Donc, on est là-dessus. Bon. Donc, il faut qu'on travaille l'écosystème fort entre nos métiers, ça je reviens là-dessus. Il n'y a pas de distinction à avoir entre les intégrateurs et les producteurs. Il faut que la France soit forte un peu sur tous les domaines et qu'on sache où les trouver. Et c'est très important de faire ce qu'on fait aujourd'hui. On est, le rappelait Philippe Gautlan de l'IREX, dans une phase importante d'industrialisation de nos métiers. Et je viens pourtant de vous parler de la fragmentation de nos métiers et du fait qu'il y ait des marchés niches. Non. Et pourtant, avec ce qui arrive et ce dont vous êtes porteur parfois, je parle entre autres de l'imprimante, dont on n'a pas parlé. Par contre, vous avez parlé de machines qui vont sur les marchés, sur les chantiers. C'est une dimension fondamentale de nos métiers. Nous faisons, à part le côté industriel, la préfabrication, tout en place. Et le contexte environnement, la présence sur le chantier, la gueule que ça a et l'adaptabilité que ça doit avoir est aussi importante que les conditions sanitaires qui sont l'argument que vous avez mis en avant et qui est le premier. Mais faire un robot uniquement pour le sanitaire alors qu'on ne saura pas le mettre en œuvre, eh ben c'est les gars qui vont y aller. C'est les gars qui vont y aller. Et là, nos métiers sont passionnants. Parce qu'au-delà de l'acte de construire, qu'on en a un petit peu en accumulation de moellons là, ce n'est pas vrai. Nos métiers, on l'a vu, l'isolation par le dessous, l'entretien des canalisations, etc. Donc si on prend juste le métier des canalisations, installer une canalisation, c'est hyper facile. On fait une tranchée,
Et la première question qu'on pourrait se poser, y a-t-il besoin de faire une tranchée? On a parlé des grands tunneliers. L'Allemagne est spécialiste des micro-tunneliers pour installer les canalisations. Première question. On installe la cana. Ouais, c'est un savoir-faire. Je vous invite à aller rencontrer des canas. C'est un savoir-faire. Ça a l'air de rien, mais c'est technique. Parce que si 75% de notre réseau est fuitard et qu'on perd 30 ou 50% de l'eau, c'est bien qu'à un moment, non seulement ça a vieilli, mais peut-être qu'on n'a peut-être pas fait les choses à l'optimum. Et donc on ne peut pas reprocher à l'humain de ne pas faire l'optimum. Par contre, au robot, on lui reprochera. Et donc là, il y a déjà tout un savoir-faire. Après, c'est bien. La tranchée est recouverte, on la machin, on a notre eau au robinet. On oublie souvent que c'est une richesse d'avoir de l'eau au robinet. Je passe, c'est un discours syndical. Mais la cana, là, comment on fait pour voir son état de santé? Vous allez jamais chez le médecin en vous disant que j'aurais pu éviter d'y aller. Mais finalement, vous êtes très contente de savoir que vous n'avez pas le Covid. Oui. On le fait... Je dis des bêtises. On le fait comment, ça? Comment aller dans une canalisation qui, parfois, ne fait que 20 cm de diamètre? Alors oui, il y a des solutions qui existent. Est-ce qu'on est satisfait? Il y a des robots qui existent. Est-ce qu'on est satisfait de tout ce que font les robots? Peut-être pas. Et je suis même sûr que non. Mais dire que l'on observe, et ce qui est d'ailleurs le premier usage des robots, observer. Là, on pourrait parler de tout ce qui vole, etc. Comment on applique après? Comment on arrive avec des robots pour mettre des pansements? Et ces pansements sont-ils adaptés? Mais avoir développé avec des textiliens, donc avec d'autres industries, des solutions techniques, c'est pas si difficile. On les met comment en œuvre? Et là, on a, comment dire, de notre métier, bon, en fait, c'est des questions que l'on a. Les premières réponses que l'on a sont hyper décevantes. Parce que fondamentalement, ceux qui appliquent, ceux qui sont habitués à ça, c'est les roboticiens. C'est les stobiers qu'on sort, qui bossent dans l'aéronautique, avec votre aide, les intégrateurs, pas de souci là-dessus, pour mettre en œuvre des trucs incroyables, parce que c'est incroyable, très complexes, dans des trucs. Ah. Donc là, c'est ça nos métiers. Ce n'est pas que l'acte de construire, c'est l'acte d'observer, c'est l'entretien, etc., et d'intervenir par derrière dans des milieux qui sont hyper contraints. Voilà. Et là, il y a un boulevard, mais comment se... Voilà. Et il faut avoir, quand vous nous approchez, l'idée que malheureusement les marchés sont fragmentés, c'est de l'hyper niche. Donc, et c'est des métiers qui sont publics de notre côté. Donc attention, en effet, à l'analyse de l'efficience, etc. Ou du moins, dans votre démarche commerciale future, de comment savoir adresser l'ensemble du système. Oui. Alors, typiquement, c'est un cas qu'on explore. On a, alors je ne sais pas si Suez fait partie dans la gestion des canalisations, des conduits d'eau, du transport d'eau, s'il fait partie Suez, c'est un gestionnaire, ce n'est pas une entreprise. Voilà, donc Suez, par exemple, qui est gestionnaire, a sollicité le cluster régional de la Nouvelle-Aquitaine et on a travaillé avec des entreprises pour faire des outils d'inspection, justement, qui vont depuis la détection d'une fuite, l'ouverture de la route, le stockage de cette zone, enfin tout le process, jusqu'à l'introduction dans la canalisation d'un outil qui est un cylindre qui va se balader, qui embarque suffisamment de capteurs, des centrales inertielles, des caméras spécifiques, des sonars pour faire de l'analyse d'intégrité structurelle, et qui se balade et qui permet comme ça d'identifier les autres fuites, l'état de la canalisation et d'être capable d'apporter une solution. Donc ça a duré un peu de temps. Donc on a fait d'abord la preuve du concept, qu'on était capable de réaliser avec les technologies qui existent la réponse à ce besoin-là. Et tout le long de ce projet-là, on avait les gens de Suez, les acheteurs, qui nous disaient nous, on a tout le calcul qui fait que ça coûte tant. Prouvez-nous que ça va coûter moins. Et voilà. Et on est arrivé comme ça à choisir non pas que le système qu'on allait mettre. On a fait 3 itérations du robot. Le premier était très très efficace, mais ça servait à rien. Il était trop cher, il était invendable. Le deuxième gardait de l'efficacité sur ce qui était essentiel. Donc on a appris à travailler avec les opérateurs, puisqu'on était avec la CVS, on était
avec les waders et on était dans l'eau. Et on a fait plusieurs itérations de cette manière-là. Et on est arrivé à un modèle économique qui intégrait la satisfaction, donc la réponse à oui, je vois ça, ça je m'en fous, ça je l'analyse. Oui, je suis capable de le faire dans des temps que font habituellement les opérateurs avec de l'endoscopie classique ou des choses comme ça. Et oui, j'ai un coût qui permet d'être acheté et puis d'être utilisé. Donc, mais ça prend du temps. Hein. J'aurais quand même, il reste très peu de temps, j'aurais laissé parler quand même la PAV qui nous explique un peu son parfait. sa Alors position. justement, j'ai entendu plein de choses. Ça parlait TMS, ça parlait risque, ça parlait sécurité. Je voudrais juste faire un point sur la façon d'aborder justement un projet en robotique. Parce que parfois, la sécurité, c'est le truc qui vient après. On s'occupe d'abord de la faisabilité technique, de vérifier évidemment, l'application, il faut qu'elle marche. En respectant le cahier des charges prévu. Mais le problème, et ça je le vis, croyez-moi, très souvent, le problème c'est que si on intègre la sécurité tout à la fin, ça ne marche pas. Je vais vous donner plein d'exemples qui sont sortis. Alors on voit apparaître en France les robots collaboratifs, vraiment, c'est en train d'exploser depuis 2017 parce qu'il y a un guide de prévention du ministère du Travail maintenant pour les intégrer. Donc, très souvent, on a fait des rendez-vous techniques pour mettre au point les applications. On me dit, voilà, alors, pourquoi vous avez un robot collaboratif ? Je ne sais pas, monsieur, mon patron, il veut un robot collaboratif. Donc, j'ai d'abord acheté un robot collaboratif. Alors, vous voulez faire quoi avec ? Alors, je vais exagérer le trait. Le gars me dit, par exemple, on va lui mettre une lame de rasoir au bout, et puis on va couper des liens, machin. Alors, est-ce que raisonnablement, parmi vous, vous pensez que vous pouvez laisser un robot au milieu des opérateurs avec une lame de rasoir au bout, se balader comme ça, et on va laisser l'opérateur tranquillement. On voit bien qu'il y a un problème là. Donc si vous décrétez d'abord de mettre un cobo, ce qu'on appelle un cobo, la technologie cobo, c'est une réponse à un risque. C'est une façon de gérer un risque. Il y a 4 façons de gérer des risques en robotique. Je ne vais pas les présenter là, mais dans le référentiel robot que monsieur doit connaître, pour construire les bras robotisés, il y a 4 façons qui sont prévues. Et les bras robotisés ne répondent pas tous à ces 4 façons. Et le robot collaboratif en est qu'une. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'intégrer, évidemment qu'il faut voir la faisabilité technique. Vous avez parlé d'études de faisabilité. Moi, je fais toutes les semaines des études de faisabilité de sécurité pour les cobots. Pour dire, dès la phase avant-projet, est-ce que ça va finir avec du grillage, avec une cage, du grillage et des barrages immatériels et tout ce que vous connaissez comme protection de la robotique, ou est-ce que ça va finir une application ouverte avec des opérateurs autour. Effectivement, c'est vous qui parliez de mettre un robot sur un chantier d'un endroit où il n'y a personne et de mettre un robot en zone urbaine. Je crois que c'est vous. De mettre des applications en zone urbaine. Ce qui change, c'est quoi ? C'est la probabilité d'occurrence que le robot il rentre en contact avec des gens parce qu'il y a plus de gens. Et bien là, tout ça, ça se gère au niveau de l'analyse de risque. Et si vous ne l'intégrez pas à la conception de l'application, alors j'ai entendu des choses intéressantes aussi, effectivement, surtout pour les applications collaboratives, c'est très important que et l'utilisateur et l'intégrateur se parlent au niveau de l'analyse de risque. Parce qu'au final, l'application va aller dans l'environnement de l'utilisateur. Et certainement que dans le bâtiment, si on veut des applications ouvertes, avec des robots ouverts comme j'ai pu le voir ici, pour avoir de l'agilité, de la flexibilité, certainement qu'il faudra être agile et adapter l'application, faire une analyse des risques précise pour que le robot il soit pouvoir être transporté de chantier en chantier partout. Mais forcément qu'il y aura des applications où ça sera simple et d'autres, tout ne sera pas... On ne peut pas décider à l'avance de laisser un robot ouvert. C'est d'abord l'analyse des risques qui nous dit si oui ou non ce robot-là il sera collaboratif ou non. Voilà. Et après, petite précision aussi, et je terminerai là-dessus, dans le cahier des charges, il y a un moment, il y a un fournisseur de bras robotisés, peut-être un fabricant de l'effecteur, peut-être encore un intégrateur qui va réunir l'effecteur sur le bras robot, et à la fin, il y a un utilisateur. Et là-dedans, il y a un fabricant. Il y a un fabricant qui va prendre la responsabilité du marquage CE. Alors, ce ne sera pas monsieur, parce que lui, il a fourni, il connaît très bien. Là. Donc, ça ne sera pas monsieur, parce que lui, il a fourni que le bras. Donc, c'est celui qui intègre qui va en faire un robot de peinture, un robot de manutention, un robot de ce que vous voulez. Donc, ça sera entre l'intégrateur et l'utilisateur.
Donc ça peut être contractuel, mais au final, il faudra un marquage CE qui veut dire déclaration CE, plaque CE sur l'application, et qu'il y a évidemment le dossier technique à faire en conséquence pour le fabricant, avec donc l'analyse de risque qui permet de définir les dispositifs de protection qu'on va mettre sur le robot, le dossier technique de la directive, donc la notice d'instruction, etc. Donc voilà, et ça, il faut que ça soit clair aussi dans les cahiers des charges, parce qu'autrement, je vous assure, et ça c'est du vécu quasiment hebdomadaire au moins, l'utilisateur il ouvre des grands yeux à la fin quand il découvre que ah ben non, moi j'ai fourni l'effecteur, ah ben non, monsieur a fourni le bras, ah mince, c'est moi qui utilise, donc d'après la réglementation, c'est celui qui met en service qui devient fabricant s'il n'y a pas d'autres fabricants contractuellement entre lui et l'intégrateur. Donc tout ça, il faut que ça soit clair, parce qu'il ne faut pas que la sécurité devienne vraiment le... J'ai vu beaucoup de projets avorter, rien qu'à cause de la sécurité, quoi. Que si on est obligé de rajouter du grillage, des barrages, tout un tas de trucs à la fin, ça tue la rentabilité d'un projet, effectivement. Ouais, vous avez raison, c'est pour ça que j'ai précisé que les intégrateurs, on a cette approche avec autre chose que juste le cycle en V de fabrication. On intègre les notions de sciences humaines et sociales, et dans la partie acceptabilité, par exemple, on a plusieurs cas sur la région Nouvelle-Aquitaine où on a impliqué la CARSAT dès les phases amont, dès la description, dès l'expression de besoin de l'utilisateur. C'était dans le cadre de dépollution et nettoyage de façade en hauteur. Et la CARSAT s'est impliquée dans le projet en tant que partie prenante. Et ils ont été jusqu'à la labellisation. Donc ça nous a changé, nous, intégrateurs, beaucoup de choses, parce qu'on ne pouvait plus garder ce cycle où on dit on va faire une faisabilité. Dans la faisabilité, il y a ce que vous parlez d'analyse de risque qu'on fait dans le nucléaire aussi, qui est plus important encore que les spécifications techniques. Et donc, dans nos métiers, l'avantage, je dirais, de ces nouveaux cycles d'approche, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle, c'est qu'on n'intègre pas que de la technologie. On va faire de l'acceptabilité pour les utilisateurs, pour les syndicats, et on va impliquer les parties prenantes de projets. Alors c'est la CARSAT, ça peut être les CHSCT, ça peut être vous, ça peut être idéalement vous qui supervisez ces choses-là. Je précise que l'analyse de risque d'application collaborative, ceux qui sont collaboratifs, ouais. Dans l'analyse de risque, il faut analyser et valider les trajectoires du robot, ouais. Calculer l'énergie transférée aux parties du corps, la situation de contact, faire les calculs de vitesse maxi du robot, etc., les efforts. La CARSAT, je ne les ai jamais vus faire ça encore. Non, c'est nous qui le faisons. On a toutes les bases, requises pour les produire. Les constructeurs les fournissent, puisqu'il y a des robots dits collaboratifs qui respectent certaines règles liées à ça. Mais le robot, il est collaboratif qu'une fois paramétré. Donc justement, il faut faire la démarche d'analyse de risque pour valider les efforts, les vitesses, les pressions, toutes les situations de contact avec l'effecteur, oui, etc. C'est l'effecteur. Parce que je pense qu'on va se faire virer de la salle. Ah bon. J'aurais juste précisé, c'est quand même intéressant ce débat, parce qu'on est en France et on a ce genre de débat. Moi, j'ai quelques exemples de robots que j'ai vus sur Internet, des robots chinois. En particulier, récemment, j'ai vu un truc, c'était un drone pour transport de personnes. Vous avez 4 magnifiques hélices juste à hauteur du ventre, là, qui tournent autour du truc avec aucune protection. Ça, on ne fera pas ça en France. Donc c'est bien aussi qu'on travaille entre nous. Avant de partir en retraite, je ferai un bouquin, si vous voulez, avec tout ce que... Bien. Écoutez, on va en rester là, si j'arrive à appuyer sur le truc. C'était une première approche. On est ouvert et très attentif à tout ce que les gens du bâtiment et des travaux publics pourraient nous remonter comme besoin, comme information, qu'on puisse échanger sur la façon dont on travaille. De notre côté, on a déjà été invité par la FFB à participer à une réunion de nouvelles commissions innovation qui viennent de créer. Et on est prêt et intéressé pour participer à différentes organisations qui auraient cette démarche pour essayer d'initier des projets et lancer des opérations. Merci à tous. Merci de votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés pour continuer du 20 au 22 octobre à Toulouse, sur le salon Sian, où on continuera cette démarche de rencontre avec le bâtiment et le travaux public. Merci, au revoir.